Bonjour à tous, bienvenue à la distillerie La Favorite. Je vous propose une petite visite de la distillerie en live. Suivez-moi. Donc, comme vous pouvez voir devant vous, on a une des dernières machines à vapeur encore en fonctionnement. Donc, elle date de 1903. Et donc, on a une grande roue qui s'appelle une roue d'inertie, une pilonnerie qui permet de réduire la vitesse et d'augmenter le coût. Et donc, en fait, ce qui est pas mal dans cette distillerie, c'est qu'on a une vision aérienne de tous les postes de production. Je vous propose de vous emmener faire l'itinéraire de la canne dans la distillerie La Favorite. Donc, en fait, vous pouvez constater tout au fond là-bas, on va stocker la canne à sucre. Donc, ici, on coupe la canne entièrement à la main, à La Favorite. On a notre portion de canne à sucre. Et donc, on va la stocker sur une plateforme en contrebas de la distillerie. On a ensuite un engin qui s'appelle le cane loader. Donc, en anglais, ça veut dire chargeur de canne. Il va venir prendre des places de canne et venir alimenter la distillerie dans une sémie pendant en contrebas de la distillerie. La canne à sucre va monter dans un espèce de gros convoyeur métallique qui se trouve à votre droite. Dans ce convoyeur, la canne va être prédécoupée avant qu'elle rentre dans les moulins pour être broyée. Nous avons 3 moulins. Le premier, il y a l'opérateur là-bas. Le deuxième et le troisième ici. À la sortie du troisième moulin, on a ce qu'on appelle la bagasse. Donc la bagasse, c'est la fibre de la canne à sucre qui est dépourvue de son jus après broyage. Donc la bagasse va tomber par le fait de bec verseur que vous voyez là. Elle va monter par ce qu'on appelle le monte bagasse. Donc le monte bagasse, c'est une espèce de chaîne à bagasse que vous voyez derrière moi. Et donc ce monte bagasse va acheminer la bagasse dans la partie chaufferie. Donc la chaufferie, c'est ce que vous voyez là-bas, qui va nous permettre de fabriquer la vapeur. Avec cette vapeur, ça va nous permettre de faire marcher toutes les machines qu'on a. Alors, sur ma droite, il y a les moulins vus de côté. Donc, on peut constater que sous les moulins, on va pouvoir collecter le jus dans une espèce de canal. Ensuite, le jus va passer dans une espèce de petit canal qu'il y a dans le béton et tomber dans la petite cuve qui est là, qu'on appelle donc le collecteur. De cette cuve-là, nous allons pomper le jus pour l'envoyer en filtration. Ce que vous voyez en haut, c'est un filtre rotatif. Donc, le jus va être filtré avant d'être envoyé par gravité dans les cuves qui sont là-bas pour la fermentation. Alors, suivez-moi, je vais vous expliquer comment marche la fermentation à La Favorite. Alors, comme vous pouvez constater, nous avons 10 cuves qui font 30 ml chacune. Donc, on va remplir à peu près 3 cuves par jour en passant environ 90 tonnes de canne. Les cuves vont rester 3 jours en fermentation grâce à des fermentations naturelles. Alors, le système, c'est qu'au tout début de la campagne de production, nous allons ensemencer dans la première cuve de jus que nous allons remplir des levures. Alors, ce sont des levures de type Saccharomyces cerevisiae, ce sont des levures de type boulangère, et qui vont manger du sucre et fabriquer de l'alcool. Alors, cette première cuve-là, dans laquelle on aura ensemencé les levures, nous servira de cuve mère pour ensemencer toutes les autres cuves par la suite. Là, ce que vous voyez ici, c'est la cuve de vin que nous sommes en train de distiller. Là, nous avons une autre cuve qui est en pleine fermentation. Comme vous pouvez voir, il y a des bulles sur le niveau du jus. C'est simplement que les levures, quand elles travaillent, elles dégagent du CO2. Donc là, cette cuve-là est en plein travail. Donc, dans 3 jours, on l'a fait ce matin, cette cuve. Dans 3 jours, on dit que la cuve sera tombée. Ça veut dire que le niveau du jus va devenir plat. Ça veut dire que les levures n'auront plus du tout de sucre à manger et elles vont mourir. À ce moment-là, on sait que le jus de canne n'aura plus que de l'alcool, n'aura plus de sucre, il n'y aura plus que de l'alcool dedans. Et on a des cuves qui sont à peu près à 5 degrés d'alcool. Donc, c'est ce qu'on appelle le vin. Ensuite, après fermentation, donc le vin, on va pomper ce vin pour l'envoyer en distillation. Donc, comme vous pouvez voir à ma droite, nous avons 2 colonnes à distiller indépendantes l'une de l'autre. Nous avons une colonne en cuivre et une colonne en inox. Nous allons séparer les 2 rhums pour avoir 2 produits différents à la sortie. Il faut savoir que
chaque colonne à distiller a son identité propre et va couler du rhum vraiment de façon différente. Donc, cette colonne-là, que vous pouvez voir à la caméra, donc, nous permet de faire ce qu'on appelle les rhums authentiques et une partie de nos rhums vieux. Donc, en fait, vous voyez, dans chaque lucarne, il y a plusieurs niveaux de jus. Voilà, on appelle ça le vin, comme je disais. Donc, le vin qui est chargé en alcool. Donc, il y a plusieurs niveaux de vin. Le système de la distillation, c'est que nous allons envoyer le vin par en haut, qui va descendre en cascade dans la colonne à distiller en remplissant des couches de 4 cm sur chaque plateau. Et puis, par en bas de la colonne, nous allons envoyer de la vapeur. Donc, la vapeur, qui est un gaz, ne fait que s'envoler. La vapeur, on va faire chauffer chaque couche de vin qu'il y a sur chaque plateau. De cette chauffe, on aura une ébullition. De cette ébullition, on aura un gaz. Et ce gaz-là, en fait, sera chargé en alcool, en TNA. Donc, les TNA, c'est des total en alcool et en alcool supérieur. En fait, ce sont de jolis noms qui englobent tous les composants chimiques qui vont former le goût du rhum. Suivez-moi. Je vous propose maintenant d'aller goûter le rhum sorti de colonne. Alors, à la sortie de la colonne à distiller, on appelle ça l'esprit du rhum en Martinique ou le brut de colonne. Alors, c'est un rhum qui coule à peu près à 70-72% d'alcool de moyenne journalière. Vous allez voir, c'est exceptionnel. C'est très parfumé et vraiment très, très méconnaissable comme produit. Suivez-moi. Alors là, comme vous voyez, on a le rhum de coulée de la colonne en cuivre. Donc avec ce rhum-là, c'est ce qu'on va produire les cœurs de canne. Les cœurs de canne en blanc, 50-55, en ambré 2 ans et en vieux 4 ans. Exceptionnel. Il est rond, il est sucré limite. Il a un côté vraiment floral, un côté canne à sucre. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il a un côté vraiment fruité. On dirait même qu'il a des notes un peu de banane flambée. C'est exceptionnel. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous emmener dans le chai de vieillissement où on va pouvoir faire le rhum vieux. Allez-y. Voilà, donc ici, vous êtes en ce moment dans le chai de vieillissement de la distillerie La Favorite. Donc, en fait, ce sont des chais qui contiennent à peu près 2500 fûts. Alors, ce qui est une petite production, il faut savoir que dans beaucoup de distilleries, ils ont plutôt dans les 20 000 fûts ou même beaucoup plus. Nous avons ce qu'on appelle des foudres. Donc, ce sont des grands foudres qui font 15 000 litres et qui vont nous permettre soit de faire des assemblages de rhum ou soit de faire des vieillissements de ce qu'on appelle les rhums élevés sous bois ou ambrés. Okay, et puis, tout ce qui est petit fût, comme vous pouvez voir ici ou à ma gauche, nous permettront de faire tout ce qui est rhum vieux. Il faut savoir que pour avoir l'appellation rhum vieux contrôlé, il faut avoir des fûts il faut faire vieillir dans des fûts de moins de 650 litres. Et donc, nous avons des fûts qui vont entre 50 litres et 350 litres. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des cuvées exploration que nous allons sortir justement aujourd'hui. Et donc, les cuvées exploration, c'est une petite expérimentation, on va dire, que nous avons fait à La Favorite depuis 2 ou 3 ans. Les fûts qui sont à ma gauche sont des fûts neufs qu'on a achetés chez Quintessence. Donc, ce sont des producteurs de fûts qui sont à Bordeaux. Et donc, en fait, pour la petite histoire, c'est que je voulais faire une expérimentation et voir ce que le type de bois ou la chauffe donnerait au rhum à la sortie. Comme j'étais un petit peu pressé de voir le résultat, j'ai mis du rhum qui était déjà vieux dedans, c'est-à-dire qui avait déjà 3 ans pour les premières exploration 1 et 2. Et donc, pour vite voir plus vite les résultats, j'ai mis du rhum qui était déjà vieux. Donc, comme vous pouvez constater, nous avons ici des fûts avec du chêne américain et c'est une chauffe ambrée. Ensuite, tout à notre gauche, nous avons des chênes français avec une chauffe château.
Et ensuite, tout à notre droite, nous avons des chênes français avec une chauffe traditionnelle, ici. Et donc, derrière nous, nous avons des fûts de chêne américain avec ce qu'on appelle la chauffe Char 4. C'est la chauffe un petit peu qu'on utilise pour les bonbons. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai voulu faire l'expérimentation, j'ai voulu voir qu'est-ce que chaque type de bois, américain ou français, et chaque type de chauffe allait apporter au rhum à la sortie. Donc, nous avons sorti les explorations 1 et 2. Nous avons été vraiment très surpris en voyant un côté vraiment beaucoup plus liquoreux, beaucoup plus vanillé naturel, et une complexité beaucoup plus importante que le chêne américain, avec un côté vraiment empérumatique, torréfié, etc. Avec des notes vraiment très épicées, etc. Donc, nous avons séparé justement lors de l'exploration 1 et 2 les chênes américains. Pour l'exploration 3, c'est-à-dire celui qui sort maintenant, j'ai mis du rhum qui était blanc dedans pour voir qu'est-ce que ça allait donner à partir du rhum blanc. Et puis, on a assemblé américain et français pour donner une rondeur exceptionnelle et une complexité aussi que peut donner les chênes français. Alors, suivez-moi, on va aller dans l'autre salle pour pouvoir faire la dégustation. Donc ici, nous avons des fûts rangés debout, des fûts rangés couchés, peu importe. Ce qui est important, en fait, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, le bois et la chauffe au vieillissement. Et puis, nous avons des 200 litres, des 300 litres, des 225 litres. Là, nous avons des deuxièmes mains après cognac, des deuxièmes mains après bourbon, où justement, on continue un petit peu nos expérimentations, à voir qu'est-ce que le rhum peut donner après avoir contenu du bourbon ou du cognac, etc. Alors maintenant, je vous propose de faire une petite dégustation avec moi. Donc, je vais d'abord vous parler des produits de chez nous qu'on appelle les cœurs de canne. Donc, les cœurs de canne, comme vous pouvez voir ici en blanc, nous le déclinons en 50 degrés et en 55 degrés. Ensuite, nous avons le cœur de canne 2 ans, qui a vieilli dans des foudres de 15 000 litres, qui est vraiment exceptionnel, à 45 degrés d'alcool. Et ensuite, nous avons ici le cœur de canne 4 ans, donc qui a séjourné pendant 4 ans dans des fûts de 200 litres, de 200 à 225 litres de chêne français et américain. Donc, ces produits-là sont vraiment exceptionnels. Le rhum vieux 4 ans, il a vraiment un équilibre parfait et avec un côté vraiment rond, épicé, mais juste ce qu'il faut. Et le boisé n'est pas trop intense, il est vraiment super bon. Et on le décline à 42 degrés. Alors, l'exploration 3, que vous pouvez voir ici, que nous lançons à partir d'aujourd'hui. Donc, je vous ai raconté que justement, on avait mis du rhum blanc. Alors, c'était du rhum blanc à 52% d'alcool que nous avons mis dans les fûts neufs, justement, chêne américain, chêne français, avec des chauffes différentes. Et donc, nous avons assemblé américain et français pour donner vraiment une complexité et une rondeur très, très, très intéressante. Donc, c'est un produit limité. Nous avons que 4100 bouteilles. Et il titre à 49,8 degrés d'alcool. Alors, je vous propose de la déguster avec moi. Donc, l'exploration 3 en brut de fût. Vraiment pas agressif au nez. Un boisé léger. Un côté vraiment fruit confit au nez. C'est incroyable. Très rond, en bouche.
franchement, on ne sent pas les 49,8. On dirait qu'il est dans les fûts dont je vous ai parlé. Et franchement, il est déjà très chargé. On sent bien le boisé. C'est un rhum qui a déjà, franchement, qui a déjà bien travaillé au bout de 18 mois. La petite voix qui vous a souhaité la bienvenue se joint à toi, Franck, pour la dégustation. Merci à tous pour votre participation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de la sélection de la récolte 2020 pour exploration numéro 3? Ça fait partie des questions qu'on a reçues de nos participants. Ouais. Alors, effectivement, il faut savoir qu'en 2020, on a eu une super récolte. On a eu rendement plus de la sucrosité dans la canne. On avait un rhum qui était très floral, qui avait un côté vraiment canne à sucre de façon très intense. Et il me paraissait vraiment logique de mettre un rhum comme ça dans ces fûts-là. Vu que c'était des expérimentations que je voulais vraiment avoir un produit top à la sortie. Et donc, voilà, on réduit à 52% pour le mettre avec plusieurs types de bois et de chauffe particulières. Nous avons également reçu, Franck, une question d'Olivier, qui, on espère, a pu participer. Olivier, on espère que vous avez pu vous connecter. Pourquoi 15 fûts pour ce glissement? Pourquoi les 15 fûts? Alors, effectivement. L'historique des explorations 1 et 2 pour ceux qui n'avaient pas tout. Oui, alors Olivier, bonne question. Comme tout à l'heure, j'ai rappelé justement l'historique des explorations 1 et 2. Donc, en fait, on voulait savoir un petit peu ce que tel type de bois, tel type de fût allait apporter en termes d'arôme sur le produit final. Donc, en fait, vu que je ne savais pas à la base, j'ai pris 3 fûts de chaque typicité différente pour faire vraiment une expérience. Donc, on a fait l'exploration 1 et 2 avec une expérience sur du rhum qui était déjà vieux, donc avec déjà l'appellation rhum vieux. Et puis ensuite, cette fois-ci, sur du rhum blanc pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, pourquoi 15 fûts? On ne voulait pas prendre trop de fûts, on voulait d'abord voir ce que ça allait donner avant de pouvoir justement en racheter et peut-être faire des quantités un peu plus importantes. Et oui, et puis il ne faut pas oublier pour ceux qui nous connaissent déjà ou ceux qui ne le savent pas, qui n'ont peut-être pas ça en tête, c'est une petite distillerie. Donc, chaque place est précieuse dans le chai. Oui, il y a ça aussi. Et nous aimons bien faire des choses un peu sélectes, des choses justement à pas trop grande échelle. C'est un petit peu notre savoir-faire, quoi. Hein. Et, donc, effectivement, 15 fûts, en tout cas, ça nous paraissait le nombre de fûts qu'il fallait justement pour faire ce genre de produit-là. On va sélectionner une autre question, en même temps que tu continues la dégustation. Alors, on a une question intéressante sur la partie terroir, la partie canne, cette fois. Une question d'Aurélia qui nous demande si tu as pour projet, Franck, d'approfondir le travail au niveau des cannes, des sélections parcellaires, pour voir comment elles évoluent peut-être, que ce soit des nouvelles variétés ou des variétés que nous avons déjà en propriété, comment elles évoluent face au changement climatique qu'on peut connaître aussi en Martinique, les rendements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes envies et tes explorations sur la canne? Alors, les rendements, effectivement, sont très sujets au travail qu'on va faire. C'est-à-dire, si jamais on va extirper les mauvaises herbes à temps, pour ne pas qu'il y ait de concurrence entre la canne et les mauvaises herbes, justement, ça va être sujet aussi au climat. Donc, si jamais on a la quantité d'eau qu'il faut pendant la phase de croissance de la canne, on aura du rendement en termes de tonnage. Et si on a du soleil dans la phase de maturation de la canne, on aura des cannes très sucrées. Et donc, ensuite, beaucoup plus de rendement en distillerie et un rhum beaucoup plus parfumé avec un côté vraiment canne à sucre, etc. Il faut savoir que moins la canne est sucrée, moins les rendements seront bons parce qu'effectivement, c'est avec le sucre qu'on fait de l'alcool, hein, d'accord? Mais en plus de ça, le goût du rhum sera plus végétal et moins fruité, floral, etc. Voilà. Alors, effectivement, nous avons plusieurs variétés de canne à sucre. À la Favorite, on a environ 5 variétés que nous cultivons.
Alors, il faut savoir qu'il y a au moins 12 variétés qui sont homologuées pour l'AOC. Mais c'est vrai que les 5 variétés que nous avons la favorite, c'est des variétés que j'ai sélectionnées depuis plus de 15 ans et que j'ai, voilà, en tout cas, que j'ai estimé qu'elles étaient adaptées à notre microclimat, à nos sols, etc. Et j'ai trouvé qu'elles avaient des meilleures performances. Et donc, les 5 variétés que nous avons, c'est vraiment des variétés que j'ai sélectionnées déjà depuis quelques années. Je pense que ce sont des variétés de barbadienne. Alors, vous savez qu'en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs origines hein, de sélection de canne à sucre, dont la Barbade et la Réunion. Ce sont les 2 origines les plus connues, en tout cas, pour la sélection de la canne à sucre. Et il faut savoir que la Barbade est une île qui est à côté de la Martinique. Donc, en fait, tout ce qui est sélection des cannes barbadiennes sont faites dans un microclimat qui nous ressemble beaucoup plus que les variétés réunionnaises. Donc, moi, en plus de ça, elles ont été sélectionnées il y a beaucoup plus longtemps que les variétés réunionnaises. Donc, pour moi, elles sont beaucoup plus adaptées. On sait ce qu'elles vont donner dans le temps, etc. Donc, voilà, j'ai donné vraiment la primeur aux variétés barbadiennes sur l'exploitation agricole favorite. Merci pour tous ces détails, Franck. Je pense que c'est important pour chacun aujourd'hui de comprendre un petit peu ce qu'il déguste, d'où ça vient, quelle histoire, quelle sélection. Et chacun est aujourd'hui friand un petit peu de ces techniques et de ces savoir-faire qui sont spécifiques à notre terroir, hein, à la Martinique et particulièrement à la distillerie La Favorite. Ouais. La particularité avec La Favorite, en plus, c'est que, je l'ai dit lors de la visite, mais c'est vrai que je suis passé un peu rapidement dessus, on coupe la canne entièrement à la main chez nous. C'est ce qui fait aussi la différence. Nous n'avons pas de récolteuse de canne. Nous avons des coupeurs qui coupent la canne à la base et qui ensuite coupent les feuilles. On va récupérer que la tige pour pouvoir en faire broyer la tige et ensuite faire le jus et le rhum à la sortie. Mais c'est vrai que le fait de la couper à la main, mis à part le côté social qui donne du boulot aux gens, etc., on a une fraîcheur dans la canne à sucre qui va rester plus longtemps. Et donc, on sait qu'on aura toujours des meilleurs arômes, en fait, même si on n'a pas passé la canne dans la journée même. Si on a passé 48 heures après, elle va rester toujours fraîche parce qu'elle a été coupée à la main. Et puis, il faut savoir que la coupe manuelle permet une bonne sélection de la canne à sucre au champ. C'est-à-dire que vous savez que les récolteuses de canne, quand elles rentrent dans une parcelle, elles vont prendre les feuilles, les herbes, tout ce qu'il y avait dans la parcelle aussi. Il n'y aura pas que de la canne, alors que le coupeur, il va vraiment sélectionner, il va prendre que la canne. Donc ça, c'est très important. On aura vraiment une matière première qui va rentrer dans la distillerie qui sera vraiment au top. Et je vais justement rebondir sur cet aspect plutôt artisanal hein, de la coupe manuelle et du respect des sols dont tu parlais, pour aller aussi sur d'autres étapes. On a reçu une question en amont de quelqu'un qui s'est inscrit, Olivier, on espère que tu es connecté. Olivier qui demandait un petit peu des détails sur le repos, l'affinage et le brassage des rhums blancs. Oui, alors effectivement, je vous expliquais comment on distillait le rhum, etc. Il faut savoir que quand on le distille à 70-72% d'alcool, donc je vous disais l'esprit du rhum ou le bruit de colonne, on va le stocker à ce degré-là. Et puis à la fin de la campagne de production, on va distiller de l'eau, simplement pour avoir de l'eau pure, pour avoir la moléculage de eau. Après, on va réduire le rhum avec de l'eau distillée pour le faire redescendre à 50 degrés, 55 degrés, qui est la forme que vous connaissez en bouteille voilà, sur le marché. Et il faut savoir que quand on va faire cette réduction, on va brasser le rhum pendant un minimum de 2 mois. Alors, tous nos rhums les plus, on va dire, les plus standards, c'est-à-dire l'authentique, etc., on va les brasser pendant un minimum de 2 mois. Et après, tout ce qui est cœur de canne, Bel Air, Digue, etc., qui sont des rhums blancs monovin et monoparcellaires chez nous, on va les brasser pendant au moins 6 mois. Donc, c'est un brassage qui est encore plus long. Et ça permet de bien intégrer justement l'eau avec l'alcool et d'avoir un produit vraiment homogène et équilibré à la sortie. Très intéressant. Je rebondis justement sur ce que tu expliques. Prendre le temps, est-ce que ce n'est pas justement aussi, par rapport à une question qu'on a reçue d'Anthony, est-ce que ce n'est pas aussi une chance finalement de produire petit, d'être une petite production comme La Favorite, de pouvoir faire ce genre de process plus long, de chouchouter davantage les rhums, de ne pas être pressé, de les mettre en bouteille? Tout à fait. Alors effectivement, ce qui est important dans notre côté petite production, c'est que premièrement, on peut justement couper la canne à la main parce qu'il faut savoir que si on avait une production beaucoup plus grosse, on devrait justement avoir des récolteuses de canne. Le fait qu'on ait une petite production, ça nous permet encore d'avoir cette coupe à la main. C'est une coupe justement ancestrale.
Et puis, ça nous permet d'avoir des fermentations longues. Je vous parlais tout à l'heure de 3 jours de fermentation. C'est vachement long. Dans beaucoup d'autres distilleries, on fermente en 24 heures. Donc, il faut savoir que 3 jours, c'est-à-dire en 72 heures en minimum, c'est assez long. Et ça nous permet d'avoir justement de permettre que les molécules d'alcool se lient bien avec ce qu'on appelle les TNA, dont je vous en parlais tout à l'heure. C'est les total non-alcool et les alcools supérieurs. Donc, ce sont tous les composants chimiques, en fait, les alcools volatiles qui vont se lier avec les molécules d'alcool pour former le goût du rhum. Et donc, justement, plus on va laisser le temps au temps, plus les liaisons se feront bien et plus on aura un rhum parfumé à la sortie. Donc, ça, c'est pour la partie production. Et puis après, pour la partie affinage, c'est-à-dire brassage des rhums, etc., plus on va brasser les rhums en les réduisant gentiment, plus l'équilibre sera parfait et plus on dit qu'on va libérer les esters. Les esters, en fait, c'est des composants volatiles qui pourraient, par exemple, donner mal à la tête le lendemain quand on a bu un peu trop. Et donc, en le brassant, justement, on va pouvoir libérer les esters pour avoir un alcool beaucoup plus facile à boire. Merci pour tous ces détails. On continue avec une question de Jonathan qui est avec nous ce soir. Merci pour ta présence, Jonathan. Jonathan qui nous demande, plutôt sur la partie vieillissement cette fois, est-ce qu'on utilise des fûts de réemploi, donc des fûts de deuxième main? Oui. Alors, effectivement, traditionnellement en Martinique, tous les rhummiers utilisaient beaucoup des fûts de deuxième main, bourbon, whisky, cognac, armagnac. Voilà, donc beaucoup de spiritueux. Et c'est vrai que traditionnellement, la Favorite, on a toujours utilisé ces fûts-là. On a une majorité de fûts donc de deuxième main chez nous, cognac et bourbon. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, justement, j'ai commencé aussi à acheter des fûts neufs. Alors, ce qui est important avec les fûts neufs, c'est que justement, on peut choisir le type de bois, donc que ce soit chêne américain ou chêne français, et puis la chauffe dont je parlais tout à l'heure. Et ça va déterminer aussi le goût du produit à la sortie. Donc, ce qui est bien maintenant, c'est que justement, on va pouvoir continuer à faire des produits vraiment traditionnels avec justement des fûts de deuxième main bourbon et cognac dont je vous parlais tout à l'heure, où on aura justement un produit assez connu du public. Et puis, on va pouvoir apporter des différences avec des fûts neufs justement et des chauffes particulières pour faire des produits vraiment un peu sélects, comme justement l'exploration 1, 2 et 3. Voilà. Alors, moi, pour la petite expérience, vous pourrez découvrir aussi dans quelques temps qu'on a investi aussi dans des fûts d'autres types d'alcool que le cognac et le bourbon. Ça, ce sera la petite surprise. Merci pour tous ces détails. On continue avec une question d'Arnaud. Arnaud qui a un joli pseudo romantique. Arnaud qui est avec nous ce soir et qui parle bio. Est-ce que la Favorite a pour projet de surfer sur le bio ou en tout cas de l'intégrer à ces process pour la partie canne? Une très bonne question. Effectivement, alors il faut savoir que la canne à sucre, c'est quand même une culture qui est assez propre. C'est-à-dire qu'on ne met pas de fongicides, pas d'insecticides. Jusqu'à encore cette année, on mettait une seule fois du désherbant par an et encore beaucoup sur les contours de parcelles, etc. Mais plus ça va, plus justement même les herbicides vont être supprimés du marché. Et donc, par la force des choses, on sera de toutes les façons bien obligé d'arriver à une production de canne, en tout cas pratiquement bio. Pour la petite nouvelle, justement, là, nous sommes en train justement de certifier des parcelles en bio. Et donc, on espère qu'à partir de l'année prochaine, nous pourrons commencer à produire du rhum bio à la Favorite. Et donc, ça donnera peut-être un jour lieu à des cuvées issues de cannes labellisées. Exactement. On continue un petit peu sur cette thématique avec une autre question. Je suis en train de chercher en live. Alors là, c'est une question un peu plus générale, assez intéressante, Franck, de Violaine, qui nous a été envoyée pendant les inscriptions à notre rendez-vous. Très bien. Violaine aimerait avoir un petit peu tes ressentis et ton regard sur l'évolution du rhum, de notre spiritueux dans les 20 prochaines années, 30 prochaines années. Est-ce qu'aujourd'hui, la Favorite peut se projeter face à cette croissance auquel on assiste depuis un peu plus de 10 ans? Oui, alors effectivement, il y a une croissance depuis plus de 10 ans qui commence à vraiment être assez importante dans le rhum. Alors, c'est vrai que les rhums martiniquais
c'est quand même une très petite proportion par rapport au rhum produit mondialement. Je crois que c'est 2,5% ou 3% maximum que la Martinique produit. Donc, ça veut dire qu'il y a 97% qui sont produits ailleurs. Et beaucoup de rhums sont des rhums, de ce qu'on appelle des rhums industriels ou des rhums de mélasse. Donc, ce n'est pas exactement le même type de produit que nous faisons. Nous faisons du rhum agricole, donc à partir du pur jus de canne à sucre, et donc avec des arômes vraiment importants, etc. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir, nous, le consommer en petit-punch, etc. Mais effectivement, on sent vraiment l'engouement qu'il y a sur le rhum depuis quelques années. Alors, bien sûr que nous avons beaucoup d'espoir sur le développement du rhum en général et bien sûr du rhum La Favorite. C'est vrai que quand j'ai commencé à La Favorite il y a 15 ans, nous vendions beaucoup moins de rhum. Là, nous commençons vraiment à être connus du grand public, à être appréciés. Mais notre objectif, en tout cas à La Favorite, n'est pas d'avoir des productions incommensurables, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est produire justement des quantités vraiment à taille humaine et faire des choses vraiment pour les connaisseurs et les amateurs de rhum. Je comprends bien que La Favorite, c'est plutôt de la dentelle. Alors, on va continuer, non pas avec une question, mais quelques agréables commentaires. On n'a pas tous les prénoms sous les yeux, mais il y a quelques chanceux qui ont pu déjà déguster Exploration numéro 3, peut-être même qui sont en train de le déguster en même temps que toi. Ça faisait un petit peu partie de la surprise. Voilà, ouais. Les retours sont assez positifs. On a Simon qui la trouve très agréable. Ah ben merci Simon. Voilà, tu as également la bonne santé de Thomas de Belgique. Salut Thomas. Et bien d'autres personnes qui te félicitent en direct de cette nouvelle sélection. Écoutez, merci à tous et vraiment, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi, je l'apprécie. Alors, on a une question un petit peu plus pragmatique. Elle n'est pas signée. Je n'ai pas de nom sous les yeux. Utilisateur, si tu te reconnais, on va l'appeler l'inconnu. Bonsoir à toi. Il te demande si la distillerie tourne 24 heures sur 24. Comment ça fonctionne? Comment s'organisent les journées pendant la récolte? Oui, alors bonne question. C'est vrai que bon, je ne pense pas souvent à le dire, mais c'est vrai que non, on ne tourne pas 24 heures sur 24. On tourne plutôt 7 à 8 heures par jour et du lundi au vendredi. Donc, on a… Laurent. Bonsoir Laurent. Il s'appelle Laurent. Laurent, ok, d'accord. Ben, Laurent, non, on tourne 8 heures par jour, on va dire, du lundi au vendredi. On pourrait augmenter la production si on voudrait, c'est-à-dire en faisant des heures sup, etc. Mais comme je disais, ce n'est pas l'objectif. On n'a pas besoin de tourner 24 sur 24. Au contraire, on est vraiment un petit peu au ralenti sur la production. Et pour l'instant, en tout cas, ça ne nous intéresse pas d'aller produire plus et donc plus de temps par jour, quoi. Non. Alors, certains dégustent ce soir, notamment Jonathan, le brut de Cologne. Ah. Donc, l'esprit rhum, comme on l'appelle en Martinique, dont tu parlais tout à l'heure. Ce que j'ai goûté tout à l'heure. On est passé au pied des colonnes et qui fait un peu la signature et la singularité d'une maison, d'une distillerie fumante, dont on fait partie. Oui, tout à fait. Alors, moi, en fait, pendant la période de production, c'est-à-dire de fin février à début juillet, je passe mon temps à la distillerie et mon petit péché mignon, on va dire, c'est justement de passer au moins 3-4 fois par jour dans les colonnes à distiller, goûter. Alors, je ne vais pas goûter pour me saouler, quoi, mais je vais tremper le doigt, prendre le parfum, mettre dans la paume de ma main et prendre vraiment tous les arômes qu'il y aura même au nez. Et à chaque fois, je suis surpris par la complexité des arômes que peut donner les bruits de Cologne chez nous. Moi, j'adore ça. Et justement, chaque jour, je peux voir comment on travaille, si on travaille bien, s'il y a des soucis en fermentation, etc. Pour pouvoir très vite corriger le tir s'il y a un souci au niveau des arômes. On continue avec encore quelques questions. Là, nous avons une question qui a été posée au sujet des bois. Cette fois, Franck, parler un petit peu des origines, chêne américain, chêne français. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, ceux qui sont peut-être moins techniques sur le travail du bois? Quelle différence entre ces deux origines de chêne? Pourquoi on les choisit? Et qu'est-ce que ça a apporté, notamment sur les fûts neufs que tu explores depuis 4 ans? Donc, effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a deux types de chênes. En fait, c'est deux variétés de chênes différentes. Le chêne américain,
qui va lui apporter justement une rondeur assez naturelle, un côté vraiment, il y a une vanille naturelle dans ce bois en fait qui est assez présent. Et puis un côté fruit confit, assez rond, assez liquoreux, etc. On va dire que c'est très féminin en fait tout ce que va apporter le chêne américain. Et puis le chêne français qui lui va apporter une complexité beaucoup plus large que le chêne américain, avec un côté vraiment empyreumatique, donc tout ce qui est torréfié, café, cacao, et puis un côté vraiment épicé. Voilà. Donc ce qui est bien justement dans l'exploration 3, c'est l'assemblage des deux. Donc en fait, on aura la complexité du chêne français avec ce côté vraiment un peu plus torréfié, café, etc. Et puis justement la rondeur et le côté vanillé naturel du chêne américain. Merci pour tous ces détails. En tout cas, je pense que, alors on va encore laisser quelques instants passer. On n'est pas pressé. Hein. On va passer encore quelques minutes ensemble. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a plein de questions qui se posent. Plein de questions qui se posent. En tout cas, je pense que chacun est heureux de pouvoir découvrir un petit peu les coulisses de la production. Ouais. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou la chance de venir jusqu'à nous en Martinique. Ça, c'est un format qu'on espère pouvoir vous proposer la prochaine fois. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la récolte 2022 qui touche bientôt à sa fin? Oui. Tout ce que ça apporte et voilà, les grandes lignes sur la récolte 2022. Oui, alors effectivement, nous sommes vraiment sur la fin de la récolte 2022. Là, je pense qu'il nous reste 10 jours de production à peu près. Alors, un peu mitigé cette récolte. En termes d'arôme et de qualité, vraiment top. Vraiment, on a eu une canne très très sucrée avec vraiment des rhums de coulage exceptionnels. Le petit bémol, c'est qu'on a eu très peu de canne à sucre. Donc, il faut savoir que, je vous expliquais tout à l'heure, il y a une phase de croissance de la canne qui dure de juillet à décembre et une phase de maturation, donc de décembre à fin février. Et pendant la phase de croissance, en fait, il n'y a pas eu assez d'eau. Donc, en fin d'année 2021, de septembre à fin novembre, nous avons eu une sécheresse. Donc, pas assez d'eau. Et donc, la canne n'a pas poussé, elle n'a pas grossi. Et donc, ensuite, on a eu une période de maturation bonne. Donc, en gros, la canne était très sucrée. Et en termes d'arôme, on a eu un rhum qui était très floral, très parfumé, avec un côté vraiment fruité, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de tonnage, on a eu des tonnages très, 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 très bas. Et donc, très peu de canne à sucre. Pour vous donner une petite idée, sur l'exploitation agricole La Favorite, on produit environ annuellement 3800 tonnes de canne. Et cette année, nous avons fait 2500 tonnes. Donc, vous avez vu la différence? Alors là, on n'a non pas une question, mais un remerciement, je dirais, de Francard, qui est connecté avec nous ce soir. Merci, il dit Francard. que grâce à la Rivière Bel Air 2020, oui. Donc pas celle qu'on met en bouteille depuis quelques semaines, mais celle de l'année dernière, précédente, ouais. Il vient de battre sa fille au domino. Et c'est la première fois que ça arrive. Et il te dit merci, Franck. Ouais, merci, voilà, Francard. Ben, écoute, ça, c'est le côté martiniquais. Il faut boire du rhum pour pouvoir bien jouer au domino. Ça, c'est QFD. On a également reçu une question il y a quelques instants de Mathieu. Mathieu qui est du côté de Nantes, si ma mémoire est bonne. Bonsoir Mathieu, merci de ta présence ce soir. Mathieu voulait que tu lui parles un petit peu, que tu nous parles à tous de l'avenir à se procurer du bois, des nouvelles sélections avec les tonneliers, les partenaires, et notamment que tu nous parles un petit peu de tes projets avec Navarre, qui nous accompagne depuis quelques temps maintenant. Alors, effectivement, je crois que, de ce que j'entends en tout cas, ça devient vraiment difficile de se procurer justement du bois pour les tonnelleries, de se procurer des fûts aussi, etc. Il y a vraiment une demande sur les vieillissements qui se fait assez grande maintenant. Et je sais que beaucoup de mes confrères, etc., ont du mal à s'approvisionner en fûts. La petite chance qu'on a justement, c'est que nous, à La Favorite, on a encore une petite production. Donc, nous n'avons pas de quantité énorme à acheter en fûts chaque année. Donc, nous arrivons à trouver les fûts que nous voulons et à trouver justement des fûts très sympas avec des particularités assez intéressantes. Et alors, effectivement, depuis à peu près 1 an et demi à 2 ans, on a commencé à travailler avec une petite tonnellerie familiale qui s'appelle la tonnellerie Navarre, qui est basée en Cognac.
Et d'ailleurs, Willy Navarre est devenu un ami. Et donc, je le salue. Et donc, on travaille beaucoup la main dans la main. Willy me propose des choses un petit peu atypiques, du style des fûts reconditionnés. Les fûts reconditionnés, c'est quand même vachement intéressant parce que au niveau de l'écologique, c'est super. On va récupérer des fûts qui ont déjà quelques années. Il va les reshaper, c'est-à-dire il va les raboter entièrement, intérieur, extérieur. Il va refaire la chauffe des fûts pour redonner justement au bois des arômes particuliers. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que justement, on est une petite entreprise qui produit du rhum et nous travaillons avec une petite entreprise qui produit des tonneaux. Et comme ça, on peut discuter, voir un petit peu ce qu'ils me conseillent, ce que moi je recherche, tant en termes de type de bois, de chauffe, que aussi en termes de volume. Ce qui est pas mal aussi, c'est que justement, on a commencé à travailler depuis quelques temps avec des plus petits fûts, des fûts entre 30 et 50 litres. Et ça permet aussi d'avoir des vieillissements beaucoup plus rapides et différents. Oui, donc c'est ce que tu expliques, Franck, et qui rebondit également sur une question de Christophe. Bonsoir Christophe. C'est qu'il y a vraiment un échange, une vraie notion de partenariat avec ces partenaires planteurs pour la canne, partenaires tonneliers pour les fûts, partenaires distribution, oui. Notamment avec la Maison du Gars qui accueille cet événement avec nous ce soir. Donc il y a vraiment cette notion de collaboration avec toutes les parties prenantes au-delà de l'équipe, je dirais, interne de la Favorite. Oui, tout à fait, c'est très important pour nous. En fait, il faut savoir que nous, on a notre âme dans la distillerie. Et il faut vraiment que nous travaillions justement avec des gens qui sont amoureux aussi de notre marque, qui sont amoureux du métier. Et c'est vrai que alors nous produisons à peu près les 3/4 de notre canne que nous passons en distillerie, mais nous achetons aussi un petit peu de canne à des petits planteurs. Donc, ce sont des petits planteurs justement qui sont dans le centre de l'île et qui vont pareil couper à la main, etc. Et donc, justement, ces petits planteurs, nous allons les chouchouter, nous allons les aider à planter, etc. Et ça permet justement d'avoir un partenariat vraiment entre eux et nous. Et comme disait Emmanuel, vice-versa, nous avons des partenariats avec les producteurs de fûts, avec la Maison du Gars, justement, qui nous distribue là-bas, qui nous représente en métropole. Donc, c'est vachement important, justement, d'avoir des gens concernés et amoureux de notre filière et de la Favorite. Alors, on peut continuer sur un dernier mot, peut-être, ou deux. Il y a eu pas mal de questions en ce sens, oui. Auxquelles on répondra au fil des minutes. Et puis, si des connexions il y a tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions via l'Instagram ou le Facebook de la distillerie. Oui, sans problème, on vous répondra avec grand plaisir. Oui. Ce qui est important de retenir, donc, c'est vraiment cette dimension artisanale et de partenariat que tu veux insuffler, que tu veux faire perdurer à la Favorite à travers tout ce que tu viens d'expliquer. Oui, effectivement. Bien, merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Vous avez été nombreux à vous connecter avec nous cet après-midi. Ouais, merci à tous. 15 heures en Martinique. J'espère que ça vous a plu. On était un petit peu en mode freestyle, on va dire. Mais c'est ce qui fait le charme de chez nous. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, franchement, n'hésitez pas à venir visiter la distillerie. Si vous avez l'occasion de venir en Martinique, n'hésitez pas à venir. Et si vous voulez une visite privée, etc., avec des explications, n'hésitez pas à demander justement sur le compte Facebook ou Instagram. Comme ça, on peut s'organiser, on peut vous recevoir avec grand plaisir. Et voilà, si vous avez aussi des questions ou des idées à nous donner, n'hésitez pas à nous les transmettre, justement. Ça nous intéresse. Voilà, je vous remercie. Et puis, bonne soirée et à la prochaine à tous. Merci à tous pour votre participation. On est ravis que vous ayez pu suivre cet instant un peu privilégié à nos côtés. On est ravis de vous avoir accueillis tous autour de nous, que vous êtes en direct de la distillerie pour partager un peu les coulisses de la production du rhum à tes côtés, Franck. Merci beaucoup pour ton temps. On sait qu'il est précieux, comme dans toutes les petites structures familiales comme la nôtre. Bon lancement et longue vie à tes explorations. Bon lancement à numéro 3 et nous espérons que chacun et chacune qui la dégusteront, l'apprécieront à sa juste valeur. Merci à tous. Merci et bonne dégustation. Au revoir.